Après 6 ans d'expérience, plus de 13 millions d'euros investis et plus de 1000 biens analysés, j'ai une certitude, l'immobilier récompense ceux qui passent à l'action. Bienvenue dans la Fabrique des investisseurs, le podcast de ceux qui décident pendant que les autres hésitent. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode en duo et je dirais même plus qu'en duo, je dirais en couple. Coucou, Doudou. Bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de vous présenter un petit peu ma femme, celle qui m'accompagne depuis 2014 déjà, maintenant, ça tourne. Et on va vous faire un petit épisode sous différents angles. Pourquoi je voulais vous parler d'Anne-Sophie ? Pourquoi ? Parce que déjà, ça fait un moment qu'on me réclame, que nos proches nous réclament. Ouais, Doudou, Anso, quand est-ce que tu passes sur le podcast de Jérôme ? Donc voilà, parce que Anso, elle est entrepreneuse également. En plus de m'accompagner dans la vie, tu t'entreprends depuis plusieurs années avec une réussite qui commence de plus en plus à se voir, à se matérialiser. Si on peut dire ça, oui. Et voilà, et donc l'idée c'est de retracer un petit peu ton parcours entrepreneurial, que l'on voit également le côté parentalité autour de l'entrepreneuriat, on va dire, parce que c'est ce qui nous anime au quotidien, et puis l'aspect couple et business et forcément le rôle qu'a joué l'investissement immobilier dans nos parcours d'entrepreneurs. Est-ce que ça te va comme programme ? Allons-y. De toute façon, t'as pas le choix. Alors, il faut savoir qu'Anso, elle a beau être passée à la télé sur M6 il y a quelques années. C'est mon tout premier podcast. C'est ton tout premier podcast. Oui. Et c'est surtout qu'on l'a pas du tout préparé. Pas du tout. Juste avant de commencer, je lui dis, mais tu veux pas me dire un peu les questions que tu vas me poser ? Non, ça va aller, t'inquiète. Ok. Bon, ça va bien se passer. On va faire... J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Ça va être un format un peu plus intimiste. Très axé sur la vie des Rubins, mais en tout cas j'espère que vous pourrez en retirer des leçons, c'est pas le mot leçon, mais de l'inspiration ou du moins apprendre à nous découvrir un peu plus. Et j'en profite également pour faire souhaiter la bienvenue à ton audimat à toi, on va dire, sur Insta, ta newsletter, voilà, tous les parents qui veulent découvrir un petit peu l'intimité de ta trajectoire d'entreprise, et puis surtout, encore une fois, le rôle qu'a joué l'investissement immobilier, parce que t'en parles pas du tout sur tes réseaux. Non, pas du tout. c'est pas du tout ta cible, mais néanmoins, on est investisseur immobilier depuis 2020. Moi, j'en ai fait mon métier, mon expertise, ma grande passion, on va dire. Je te saoule avec ça tout le temps, tout le temps plein de nouveaux projets. Et voilà. Et l'investissement immobilier a eu je pense, un rôle très important. A un rôle très important dans notre quotidien et surtout dans notre avenir aussi. Sécurité financière. On a sécurisé notre avenir financier grâce à l'investissement immobilier. Donc, on va démarrer gentiment. Alors, vous verrez qu'Anso, je l'appelle Doudou. Donc, vous aurez sans doute dans l'épisode des petits doudous qui vont se glisser à droite à gauche. Mais je te laisse te présenter de la façon dont tu as envie de te présenter. Ok. Donc du coup moi c'est Anne-Sophie alias Doudou ou Topette. J'ai 32 ans. Je viens d'avoir 32 ans, oui. J'ai 32 ans. Donc je suis la femme de Jérôme depuis 2019. Donc on est parents de Paul qui a 5 ans et Anna qui a 3 ans. Qu'est-ce que je vais dire sur moi ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai démarré opticienne comme Jérôme parce que pour la grande histoire, on s'est rencontrés et j'étais sa stagiaire. Voilà. Pour faire simple. J'ai titularisé le poste rapidement. C'est ça. Donc du coup, je faisais mes études d'opticienne. Il était déjà employé. J'ai fait mon stage et après j'ai continué en licence, master, etc. J'étais optométriste. J'ai exercé ce métier-là pendant quelques années à Paris, à Rennes, etc. Et c'est pendant la grossesse, ma première grossesse, donc pour Paul. On remet les dates, 2020 on va dire ? 2020, oui. En fait, j'ai toujours adoré les travaux manuels. J'ai toujours été très manuelle. Parce que les gens jusqu'à présent ne savent pas encore dans quoi tu entreprends quand même. Ah ouais. On va leur dire. Non, ils vont savoir après du coup. Non ? Oui, vas-y. Ok. Je te laisse débrouiller. Donc j'ai toujours beaucoup aimé les travaux manuels et quand j'étais enceinte de Paul, c'était le Covid d'ailleurs. Donc j'étais beaucoup à la maison et tout ça et puis du coup je confectionnais des petites choses de mes propres mains.
Et notamment, en fait, on connaissait pas le sexe de ce bébé-là. C'était surprise à la naissance. Donc, je cherchais des choses mixtes à faire, des petites décorations dans sa chambre, un peu de couture, des choses comme ça. Et je lui ai fait un petit arc-en-ciel En macramé, coton, ouais. Une décoration murale, en fait, pour la chambre. J'ai fait ça. Et toi, un jour, tu m'as dit, mais pourquoi tu la mettrais pas en vente sur Instagram, etc. Mais sur Instagram, j'avais genre 300 abonnés. Donc, j'avais dit, ouais, pourquoi pas, mais ça va rien donner, quoi. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'ai mis une première photo. Et au départ, ça a été l'entourage proche, en fait. Les copains, un peu de famille. Et puis après, ça s'est agrandi petit à petit. T'es passé sur la plateforme Etsy après? Ouais, je vendais essentiellement sur Etsy au départ. Mais j'avais mon travail toujours à côté d'opticienne, quoi. Est-ce que à l'époque, enfin oui, c'est vrai que c'est moi qui t'ai poussé à essayer de vendre en fait tout simplement, mon côté business, voilà. Et est-ce que, enfin, toi au début tu le faisais en mode un peu, enfin, passion, c'était cool, Ouais, complément de passe-temps, revenus, passe-temps, ouais. Ouais, Il y avait pas t'avais pas la vision que t'as aujourd'hui, pas du tout. t'avais pas l'ambition que Bah non, pas du tout. Je t'étais pensais à pas 10 du 000 tout de que... voir. Enfin, en fait, c'était même pas une envie de créer mon entreprise de ça. Enfin, oui. Ouais, non, t'avais pas. Ok, non, c'était pas la base. Non, pas du tout. Enfin, après, en fait, j'étais enceinte, on avait du temps, on était confinés. En fait, il y a beaucoup d'entreprises quand même qui se sont lancées à cette période-là. Mais du coup, voilà, j'ai commencé Qui allait un peu au faisant pif, ça. quoi. Enfin, Oui, on va oui, c'est dire ça. Mais bon, le métier d'opticienne me vendait pas non plus du rêve, dans le sens où j'ai quand même fait 5 ans d'études. On nous a mis des étoiles dans les yeux en se disant qu'on allait avoir des postes trop bien. Et certes, j'avais une spécialité dans l'adaptation des lentilles de contact et ça me plaisait énormément, mais c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Et finalement, le commerce... T'as des horaires. Ouais, voilà, ça me plaisait pas plus que ça. Enfin, oui, en tout cas, je m'imaginais pas faire ça toute ma vie. Ok. Donc, finalement, t'as démarré gentiment ta vocation. Alors d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est une vocation? Tu vois, aujourd'hui, tu peux dire, alors voilà, on va pas teaser plus longtemps, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Où est-ce que tu en es arrivé? Et après, on va expliquer aux auditeurs quel a été un petit peu le déroulé. Aujourd'hui, tu fais quoi? Est-ce que tu es encore optométriste? Est-ce que tu travailles encore en magasin? Est-ce que, enfin voilà, t'as combien d'abonnés sur Instagram? Parce que pour la petite anecdote, j'avais dit à Anne-Sophie il y a quelques temps, allez, je t'inviterai en mode un peu, comment dire, prétentieux, tu vois. Ouais, c'est bon, je t'inviterai, ma petite cocotte, là, je t'inviterai sur le podcast quand tu auras 10 000 abonnés. Bon, finalement, t'en as pas 10, t'en as bientôt 20. Ouais. Et toi, t'en as 5. Et moi, je décolle pas, putain, abonnez-vous, bordel. Et comment dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que tu exerces encore ce métier d'opticienne optométriste? Est-ce que tu te consacres à Topette? Ton entreprise, c'est Topette Création. Alors non, je ne suis plus du tout salariée. Seulement depuis octobre 2025, là. Ouais. Vraiment officiellement. Et je ne fais plus d'arc-en-ciel. Oui, la bonne nouvelle. Et je ne veux plus en faire, j'en ai trop fait. Donc, mon entreprise, oui, s'appelle Topette Création. Donc, je l'ai ouverte en 2021. Au final, juste après la naissance de Paul, quand vraiment l'activité prenait. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je vendais vraiment que des arcs-en-ciel. Donc, il y a vraiment un moment donné où j'avais un rythme de croisière. J'avais plus d'une commande par jour. Je faisais vraiment que des arcs-en-ciel. Il faut savoir que pour la petite anecdote, c'était un produit chronophage. Il te fallait quoi? Une bonne heure. Tu réduisais un petit peu quand tu faisais en série, mais on va dire entre 45 minutes et 1 heure par article. Et imaginez-vous, chaque trajet en voiture était optimisé, c'est-à-dire que moi je conduisais tout le temps et Anne-Sophie elle faisait ses arcs-en-ciel en macramé. Enfin bon bref, c'était un peu l'esclavagisme du temps moderne, on va dire. Dès que j'avais du temps, je faisais ça, quoi. Ouais. Donc tu as démarré avec une stratégie monoproduit, tu t'es fait un peu un audimat. Oui, et c'était un produit qui plaisait énormément parce que j'avais une dizaine de coloris, on va dire, tout le temps présents. Et après, je m'adaptais aussi en sur-mesure par rapport aux couleurs de chambre des enfants. Et donc, du coup, les gens, ils aimaient vraiment bien ce produit-là. Ouais. Okay. Et donc, en fait, ça a pris de plus en plus d'ampleur.
Donc, je suis passée ensuite à 80%. Ensuite, je suis passée à mi-temps au fur et à mesure. Je suis passée à mi-temps, je pense, à peu près au moment d'Anna, 2022, j'aurais dit. À peu près. Tant que ça. Non? J'aurais dit un peu plus tard, moi, 2023. Ouais, j'étais peut-être encore à 80% pour Anna. Ouais. Et En fait, tu as diminué ton temps de travail au fur et à mesure que ton activité topette augmentait. Oui, Tu as fait ça, j'ai envie de dire intelligemment, tu vois, en mode on prend pas trop, enfin on prend des risques, mais on les mesure, on va dire. Mhm. Oui, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. En fait, j'ai vraiment pris les décisions au fur et à mesure où mon entreprise évoluait. Il n'y avait pas de plan spécialement. Non, non, non. Non. Est-ce que tu te souviens, donc les arcs-en-ciel, on va dire, ça a lancé ton activité, ça a peut-être duré 1 an et demi, 2 ans, grand max. Ouais. Est-ce que tu te souviens après les articles que tu as lancés? Parce que aujourd'hui, là, en fait, je me rends compte qu'on n'a toujours pas dit, tu dis que tu fais Topette Création, mais ils savent toujours pas ce que tu fais, les gens. Mais ils me connaissent, non? Ils te Non, connaissent. je rigole. Là, maintenant, je fais de la couture. Donc, toujours dans le domaine de la petite enfance, on va dire, ma cible, c'est le 0-3 ans, essentiellement. Et du coup, je confectionne des vêtements et accessoires pour les bébés. Donc, ça peut être vraiment les essentiels, couvertures, gigoteuses, langes, bavoirs, etc. Et aussi un petit peu de mode bébé, des petites vestes, des foulards, T'as des une marque leggings. de vêtements pour enfants. Ouais. T'as du mal à dire ce truc-là. Hein. Mhm. Tu dis Ouais. créatrice, Non. je couds à la main avec amour. Bah, Oui, ouais. mais ça c'est vrai. Oui, mais j'ai ma marque, oui. Mais t'as une marque de vêtements. Oui. Voilà. Il faut le dire haut et fort quand même. En fait, ce qui est très drôle, mais là vous allez rentrer dans notre intimité, c'est que nos conversations sont beaucoup axées, mine de rien, entrepreneuriat, Mhm. et avec des petites séances coaching des fois entre nous, on va dire. Donc, mais moi je suis fier que tu vois que tu dises j'ai une marque de vêtements pour enfants, et puis voilà, ça prend de l'ampleur, c'est cool. C'est quoi le moment où tu as compris? T'as Et eu- après, attends, j'ai pas Ah, terminé. vas-y, c'est toi, c'est ton podcast après tout, c'est toi l'invité. Non, mais après, du coup, oui, donc au fur et à mesure, j'ai lancé la couture. Et je pense que j'ai lancé la couture à peu près au moment d'Anna, hein, pas bien avant. Hein. Mm. Ça, Oui, ça ça fait- coïncide, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, oui, après, je suis passée à 50%. Et après, pendant 1 an et demi au moins, je dirais, je travaillais plus qu'une demi-journée par semaine chez toujours l'opticien. Alors, à la base, moi, je voulais quitter vraiment le magasin. Mais ça arrangeait quand même mes patronnes que je reste parce que comme j'avais cette spécialité en adaptation de lentilles, il n'y en a pas beaucoup sur le marché et j'avais fait un peu le réseau avec les ophtalmos, etc. Donc ça les arrangeait quand même que je restais et moi je ne voulais pas non plus les embêter et voilà. Donc du coup j'ai accepté ça. Et donc pendant 1 an et demi j'ai travaillé tous les jeudis après-midi là-bas. Et en fait, arrivé le jeudi 13h30 au moment où je devais partir, je me disais mais c'est pas possible, je dois aller travailler mais il me reste trop de trucs à faire ici quoi. Et puis après finalement l'après-midi passait vite. En vrai au travail ça se passait bien, l'ambiance elle était bonne, j'avais des clients et voilà ça se passait. Mais par contre j'avais une charge de travail de plus en plus importante à la maison, enfin à l'atelier quoi. Et du coup j'avais du mal à vraiment être. Ta tête, elle était ailleurs à la fin. Ouais c'est ça. Et donc du coup j'ai décidé de vraiment. De faire all-in. Ouais, c'est ça. De croire en toi à 100%. Alors qu'à la limite, c'était même moi qui te disais, alors que je crois à 2000% toi, mais cette fois-ci, cette fois-là, c'est... Ouais. Alors que d'habitude, tu me disais, vas-y, fonce, pourquoi tu te poses des questions, etc. Mais là, le fait de vraiment lâcher quitter le complètement CDI... la rampe, ouais. Bah, en fait, tu avais un taux horaire qui était excellent, Oui. et en fait, le Oui, si oui. peu que tu travaillais, c'était quand même ultra intéressant. Oui. Mais à la fois, tu me faisais confiance. Tu me disais, Oui. ça va le faire. Mais bon, tu me disais, si tu quittes cette demi-journée-là, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, il faut que tu te consacres vraiment à une mission pour pas perdre ton temps et juste que ça compense, quoi. Oui, c'est Toujours dans sûr. les chiffres, Oui, et quoi. puis toujours les chiffres, ouais. Ok. Et est-ce que tu as eu un déclic où il y a un moment tu t'es dit, ok, là, en fait, c'est plus juste de la création, j'ai une boîte, quoi. J'ai une boîte, il faut que ça avance, il faut que ça tourne. Est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier ou pas trop? Non, pas trop. Je pense que vraiment, ça se fait progressivement. Je dis pas que ça se fait naturellement parce que, bien évidemment, je mets des choses en place pour que ça évolue. Mais je veux dire, je fais pas tout non plus pour que... Ah ben,
Il me reste encore 10 000 choses à faire pour faire évoluer la marque. Mais en fait, si je le fais pas, c'est qu'il y a une raison, au fond. Mais ouais. Oui, puis à la base, t'as pas un tempérament entrepreneur. À la base. Tu l'es devenu, je trouve, avec le temps et tu te débrouilles très bien. Tu fais ça très très bien. Mais à la base, oui, c'est pas un truc, tu t'étais dit, ça faisait pas partie de tes objectifs de vie de te dire je monterai une boîte. Et contrairement à moi, où j'avais cette aspiration, on va dire, d'entreprendre, alors sans forcément manager des équipes, machin truc. Enfin, j'avais pas cette vision grosse boîte, mais par contre, entreprendre, être à mon compte, j'ai toujours eu cette vision. Et je savais que ça arriverait à un moment ou un autre. Oui, c'est vrai. Mais moi aussi, en soi, au fur et à mesure où j'ai mis les pieds dans l'entrepreneuriat, je savais très bien alors je dis pas jamais, mais que je ne voulais pas, en tout cas, revenir dans le salariat. Ça, c'est clair. Mais j'ai laissé grandir l'entreprise, et encore aujourd'hui, petit à petit. Et du coup, à chaque fois, je prends mes petites décisions, mes petites ou mes grandes décisions, au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, tout simplement. Ouais, tu te laisses... Bon, je vais pas te dire tu te laisses porter, c'est pas le mot, mais tu te fais confiance. En fait, tu te fais confiance. C'est vraiment ça, je trouve. En fait, tu es assez sereine, tu te dis ça le fait, en fait, ça le fait, ça... Et puis ça va grossir, ça prendra le temps que ça prendra. Mais on parlera un petit peu après, dans les grandes lignes des chiffres, tu partageras ce que tu as envie de partager. Moi, je voulais juste évoquer avec les auditeurs là, c'est quoi l'avantage pour toi ? On va faire un petite capsule, être entrepreneur et être parent, ou alors être parent en étant entrepreneur, je sais pas dans quel ordre c'est le mieux. Ça représente quoi pour toi aujourd'hui ? L'entrepreneuriat ? Dans notre vie de famille ? Dans notre équilibre familial, quels sont les avantages et les inconvénients à être entrepreneur ? Question piège, je t'avais pas préparé. Attends, tu peux me la refaire là ? Et là, il y a erreur 404 sur sa tête. Alors, je la refais doucement. Quels sont les avantages et les inconvénients à être entrepreneur ? Ok, je l'ai. Quand t'es maman, quand t'es papa, quand on a une vie de famille. Alors, je dirais que le plus gros avantage, c'est la gestion de notre temps. Clairement. De ouf. Bah oui, non mais c'est sûr. C'est sûr que c'est ça, il n'y a pas de doute. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage parce qu'on gère notre temps comme on veut. Ça ne veut pas dire que... on ne travaille pas. qu'on ne travaille pas, et bien au contraire. Enfin, de toute façon, qui est entrepreneur et travaille moins de 40 heures par semaine, j'en connais peu. Moi ? Oui, mais non, bah quand même. Je bosse pas 40 heures semaine, moi. Ouais, bah vas-y, c'est triste à faire. Mais je le dis, et c'est ok avec ça. Par contre, quand je bosse, je bosse. Bah dis que je tourne mes pouces. C'est que t'es pas efficace, ma petite mère. Non, mais oui, vraiment la gestion du temps, parce que on a la chance, par exemple, tous les matins, on emmène nos enfants à l'école pour 8h20. Alors, on n'y va pas tous les deux systématiquement, mais... tous les lundis matins, c'est tous les deux. Ouais, on y va. Bah ouais, quand on est prêt tous les deux, on y va tous les deux. Mais je veux dire, ils font pas de garderie le matin, on y va... En fait, déjà, on se lève en même temps qu'eux. On prend notre petit déjeuner tous les matins, tous les quatre. Ça, c'est quand même une chance. Ouais. On n'est pas allé pressé par le temps. Il n'y a pas un des papas, il n'y a pas le papa ou la maman qui doit partir à 7h45, se speeder, les machins, les trucs, déposer. Après, voilà, le soir, ils font un petit peu de garderie, une demi-heure, 3/4 d'heure, ça reste peu. Mais par exemple, quand on nous sollicite pour une sortie scolaire, on peut répondre présent assez facilement. Ça, c'est trop bien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on fait souvent, moi j'adore faire des sorties scolaires, et l'autre fois en septembre, j'avais une petite qui me disait mais pourquoi toi t'es là alors que mon papa il a pas pu venir ? Et en fait c'est compliqué comme réponse à apporter, c'est compliqué oui et non, c'est juste une question de choix, mais voilà, on a, c'est vrai, ce bonheur de pouvoir se dire ouais. On peut se libérer. Et ça, du coup, ça, c'est la gestion du temps au quotidien, mais vraiment dans l'année globale, par exemple, ne pas demander à son N+1 quand est-ce que je peux prendre mes vacances, etc. On se met d'accord avec nous, on a plus que 5 semaines de vacances par an. Là, par exemple, au mois de mai, on part 3 semaines au Pérou. On pourrait clairement pas le faire en étant salarié, quoi. Oui, on a plus... En fait, moi, ce qui a changé ma vie, c'est ne plus demander la permission. Vraiment, ça, j'en pouvais plus de et s'il vous plaît monsieur. Quémander, ouais, c'est ça. Ouais, c'est demander cette permission, être libre de s'organiser. Alors avec les avantages et les inconvénients, on en a parlé. Toi, tu bosses souvent tard le soir.
Une fois que les enfants sont couchés, tu retournes à l'atelier, souvent jusqu'à 23h, au moins bien tassé en fonction des soirs et des périodes, mais Ouais, bah pas tous les soirs quand même, non. mais bah oui, mais en fait, c'est ce que je te disais il y a quelques jours, c'est que en commençant ma journée à 9h, parce que bon, on emmène les enfants pour 8h20, 8h30, le temps de revenir, de ranger un petit peu les trucs de la maison le matin, etc. Je commence, on va dire, ma journée à 9h. On prend à peine une heure de pause le midi, ça ok, mais on termine la journée, on va dire, à 17h30. Ben, et on garde, on va dire, les enfants un mercredi par mois. Bah, en fait, ça fait pas du tout. Oui, on a besoin de plus de volume d'horaire. Bah, c'est clair. Moi, Oui. je peux pas juste travailler sur ces horaires-là. Je suis obligée de soit me lever plus tôt le matin, soit travailler plus tard le soir. Alors, ça dépend des tâches, hein. Je fais pas forcément et rarement au final de la couture le soir. Je fais plus de l'administratif, soit des commandes fournisseurs, soit des réponses mail, des messages Instagram, des choses comme ça. Mais ça fait quand même au final partie du travail, quoi. Mais par contre, autant à un moment donné, j'ai vraiment poussé le curseur sur le week-end. Ça, c'est vrai, il y a quand même des week-ends où je travaillais. Là, dernièrement, depuis, bon, je sais pas, septembre dernier, on va dire, 6 mois au moins, je travaille plus ou très très peu le week-end. Vraiment, je coupe complet. Oui, mais parce que tu étais à l'extrême précédemment. Donc bah oui, je savais que je ne pouvais pas tenir sur le long terme, en tout cas comme ça. Projections, c'est les ça. projections, Madame Rubin, est-ce qu'on va partir en vacances souvent Les projections sur 2026, je me l'étais noté, mais... Tu fais quasiment un 60% cette année et l'année dernière, tu fais 30% l'année dernière. Ok. C'est bien. Enfin, tu vois, et qu'est-ce qui explique du coup, selon toi, c'est quoi le lien direct entre l'évolution de ton chiffre d'affaires? Enfin, c'est quoi les actions que tu as mis en place pour augmenter autant? Parce que l'évolution, tu vois, même le banquier, il appelle, il dit c'est bien, Madame Rubin, continuez comme ça, il est content. Il est content, il est content. Mais ben, les choses mises en place, bah, y a quand même pas mal de communication. Ça fait quand même 3 ans maintenant que j'ai une alternante en communication. Le compte Insta, tu vois vraiment une corrélation entre le nombre d'abonnés et... Bah oui, maintenant j'approche les 20 000 abonnés et clairement, mon chiffre d'affaires, il est intimement lié à mon nombre d'abonnés sur Instagram parce que ma cible principale, elle vient d'ici. Donc Instagram quand même plus. Après, je suis aussi visible dans quelques boutiques, on va dire, locales. Donc ça aide quand même à avoir un peu de visibilité. Et puis, ouais, bah, des actions, des petites actions marketing. Ouais, et encore. Et le bouche à oreille, en fait, tout ça, ouais, c'est oui, quand même... Puis ça fait, on va dire, 2021, 5 ans. Ça fait 5 ans que tu as démarré vraiment le côté vêtements. Non, un an, on a dit, 4 ans. Ouais. Et en fait, oui, les recos, enfin, le bouche à oreille, tu as beaucoup de clientes fidèles. Hein. Ouais. Tu peux les remercier si tu écoutes. Moi, je vous remercie en tout cas. Oui, merci. Enfin, quoi que je dis ça, mais en fait, non, c'est à cause de vous qui travaillez aussi tard le soir. Mais non, c'est cool, c'est des bons problèmes. Ok. Est-ce que j'avais d'autres questions par rapport à tout ça, ce côté entrepreneurial Non, pas forcément. Des fois, je te suggère des idées que tu me dis, tu me fais chier. Moi, après, attends, on n'a pas fini ta question là. T'as dit. Ah oui, pardon. Non, mais t'as dit quels sont les avantages. Ouais. Et et du coup, il a les inconvénients. Bah oui, du coup, les inconvénients, c'est la charge mentale. Ah oui. La charge mentale. Alors moi, du coup, l'atelier, il est dans la maison. Alors, on a agrandi la maison, j'ai un atelier à part, etc. Mais du coup, ça me permet pas de couper clairement du travail. Non. C'est pas, je suis pas dans un bureau où le vendredi à 17h, je ferme la porte et puis j'en entends plus parler avant le lundi 9h, quoi. Donc il y a quand même de la charge mentale où je peux vite retourner dans mon atelier, quoi. Bah, le stress financier quand même. On est obligé de performer quand on est à notre compte. Bah oui, c'est ça. Pas de temps mort. Et je dirais, moi, c'est un peu différent. Moi, je fais des projets immobiliers, du marchand de biens, donc je gère des projets. Donc, en fait, il y a des fois, il y a un peu moins d'actions à mener. Oui. Donc, mais toi, en fait, tu as tous les jours des commandes à tomber. Oui. Et enfin, moi, on se marre à chaque fois parce que pour la petite anecdote, Anne-Sophie, j'aimerais tellement... T'as pas ton téléphone en sonnerie, là mais j'aimerais tellement... T'es en train de filmer, ok. Que vous entendiez, Anso, elle a une petite sonnette, tu vois, à chaque fois qu'il y a une commande qui est passée sur son site, ça fait comme si tu gagnais au casino, ça fait ting ting. Et en fait, c'est assez drôle parce que
moi je me marre, et puis elle, des fois, elle se marre pas en fait, parce qu'elle se dit putain, je suis déjà à la bourre, j'ai encore une commande en plus à faire. Donc charge mentale forcément de performer, il y a Ouais. aucune certitude quand tu es à ton compte et toujours une remise en question. Oui. Et le côté financier, bah là par exemple, alors toi tu te poses moins la question parce que justement c'est des projets quand même sur le plus long terme. Mais moi là, on part 3 semaines au Pérou. Ben c'est pas que ça me stresse parce que c'est anticipé, etc. Mais clairement du coup pendant 3 semaines, bah il se passe rien quoi. Enfin je vais pas fermer mon site. Euh, Et du coup, les commandes vont quand même tomber, mais je vais prendre un retard Ah monstre oui, par oui, rapport ça à je sais. l'expédition, etc. Même si j'anticipe au max le stock et tout. Aujourd'hui, je suis pas suffisamment structurée pour que les commandes puissent être expédiées en mon Alors, absence. ok, alors, Aujourd'hui, tout est lié à moi, quoi. ok, et bah du coup, on va un petit peu justement parler l'aspect couple et business et Mhm. la différence un petit peu des visions que je trouve à la fois. Enfin, on n'a pas les mêmes visions. Euh, moi, je suis. Je, f- je dis pas que tu fourmilles pas d'idées, c'est pas ça, mais je vois les choses en grand. En fait, j'aimerais que tout soit tout de suite, tu vois, Mhm. au niveau, on va dire, que j'espère. Mhm. Enfin, je vois loin, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que pour toi, je me dis, mais. Et je te le dis à chaque fois, hein, je dis Non, putain. mais Jérôme, il rêve d'une chose, c'est que je sois une multinationale, hein, mais pas du tout, hein. Moi, c'est pas. En fait, je le stoppe direct quand il me dit ça, hein. C'est son ambition, mais c'est pas la mienne. Voilà, en fait, c'est ça qui est Bah oui, rigolo. C'est ça, c'est que moi, je te dis à chaque fois, putain, t'as le t'as le cul potentiel. sur une fusée. Tu pourrais faire 3 ou 4 ou 5 fois plus de CA en mettant telle et telle action en place. Sauf qu'aujourd'hui, toi, tu veux pas. Non, bah Voilà. non, Donc, soutenez-moi. Mettez dans les commentaires pas du tout. Topette multinationale. Bref. Bref, l'aspect vision, du coup, est un peu différente. Bah, après, j'espère que ça viendra un jour, quand même. Mais pourquoi? Mais non. Pour partir au soleil, en Mais structurant les choses. Mhm. Parce qu'en fait, le sous-entendu d'Anne-Sophie, Faire plus de chiffres, ça veut pas dire forcément plus se payer. ça veut dire pouvoir structurer, se dégager encore plus de temps. Bah oui, ça je suis d'accord, mais c'est aussi d'autres soucis à côté. En vrai, je trouve que dernièrement, il y a beaucoup d'entreprises et malheureusement, enfin, il y a quand même une conjoncture qui fait que le commerce, alors ça dépend des secteurs, etc. Mais en fait, grossir, c'est pas forcément, je sais pas Oui, comment oui, dire, oui. mais c'est Tu, pas tu- tu te mets forcément la bonne idée, tu te hein. mets aussi plus à risque sur certains aspects, je suis Bah oui, d'accord. c'est ça. Après, c'est T'as toujours. quand même des charges en plus. Un salarié aujourd'hui, bah, c'est quand même vachement de charges. Le local. Enfin, en fait, Il il y y a aurait, quand il y même aurait plein un, de il y choses. aurait un vrai gap à faire sur ton activité, en effet. Mais je dis pas que je le ferai jamais, en fait. C'est juste que. Ça viendra si ça viendra. Moi, bah, pour l'instant, je gère la situation comme elle est. Mhm. Et elle me convient, en fait. Ok. Mais bien sûr que j'ai envie de faire toujours plus. Et je le fais, en fait. Oui. Mais c'est juste que bah, je mesure l'évolution. C'est beau ça. Ça Et ouais. pourrait être retenu dans les highlights de ce podcast. Mhm. Je mesure l'évolution. Oui, t'as pas envie de la subir en fait, c'est Non, surtout pas ça. du tout. Bon, les réponses catégoriques. Bah oui, non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est bien, c'est tout à ton honneur. Contrairement à moi où moi je veux que ça aille vite, vite et fort quoi. Mm. C'est plus dans mon caractère. Mm. Mais ok. Euh, qu'est-ce que t'apporte notre couple et vice versa. C'est pas qu'est-ce que t'apporte, c'est qu'est-ce que nous apporte. Je vais mettre ça à nous la force d'être un couple entrepreneur. Parce que je me rendais pas compte avant et je me rends de plus en plus compte parce qu'on nous le dit. Bah en fait, putain, vous entreprenez tous les deux, vous prenez vachement de risques, que ce soit à travers tout ce que vous avez fait en IMO. Et on arrive, les amis, on va bientôt parler immobilier, vous en faites pas. Ça fait aussi parler de ce podcast. Tu vois, il y a beaucoup de monde au final là, qui nous disent, en fait, vous entreprenez tous les deux, vous êtes des fous quoi. Mhm. Et c'est quoi l'avantage d'entreprendre en couple selon toi? Bah, c'est que on partage quand même bah, les mêmes ambitions, enfin à différentes hauteurs, mais Cette notion de liberté, de gérer notre temps en tout cas. ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah bah, j'en sais rien moi. Euh,
Je reformule la question. Non, mais j'ai compris la question, mais ouais. Et pour autant, on n'entreprend pas sur les mêmes domaines d'activité. Toi, tu es dans ton univers topette, moi je suis dans le monde de l'investissement immobilier, mais il y a quand même, ne serait-ce que, en fait, je me dis, si on n'était pas sur tous les deux entrepreneurs, on aurait je pense, des rythmes de vie différents. Tu vois, ne serait-ce, je prends l'exemple, dans 10 jours, on part en week-end à la mer prolongé. On sait que nous, on peut partir sur le papier le vendredi à 14h tous les deux. Et si t'en as un qui est salarié et que t'es censé attendre l'autre, tu vois, t'es en décalage aussi, c'est un peu relou, quoi. Ou même, typiquement, par exemple, quand je travaillais encore en tant qu'opticienne, que j'arrivais le soir à 19h, etc., après, c'est des organisations différentes. Il y a plein de familles qui le font et qui y arrivent très bien, et à qui ça convient, en fait. Mais du coup, le soir, il n'y en a qu'un des deux qui gère le bain, le repas. Comme c'est le cas de beaucoup de foyers français. Oui, oui, mais c'est pas forcément un problème en soi. Mais c'est que du coup, nous, on est toujours un peu à deux. Enfin, en tout cas, on s'épaule dans chaque tâche parce qu'on a le même rythme. Oui, clairement. Oui, ça je te rejoins tout à fait. Et après, on a pas mal de sujets communs au final. Enfin, tu vois, on a tous les deux des alternants. Donc, en fait, quand on fait les déclarations de salaire, quand on parle de l'URSSAF, quand il y a plein de sujets au final un peu entrepreneuriaux sur lesquels on s'aide réciproquement, oui. J'avais une question qui m'est venue, mais qui est repartie aussi vite qu'elle est venue. C'est quoi tes doutes ? Non, je vais pas te formuler comme ça parce que est-ce que tu as des doutes ? Non. Ok. Pas de doute ? Non. À l'heure actuelle, en tout cas, j'en ai pas. Et par le passé, c'était quoi ? En fait, l'idée de cette question, c'est de montrer aux auditeurs que entreprendre, c'est forcément prendre des risques, se remettre tout le temps en question. Mais ok, donc là, à l'heure actuelle, t'as... Non, j'en ai pas de doute parce que les doutes que j'aurais pu avoir avant, c'était justement est-ce que je vais pouvoir générer suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir me payer et vivre pleinement de cette activité. Ça, c'était clairement un doute. Et au final, aujourd'hui, c'est ok. Donc, j'ai pas peur que du jour au lendemain, en tout cas, mon activité ne marche plus et que je doivent retrouver une autre activité pour... c'est vrai qu'au final, je pense que je doute dans mon quotidien d'entrepreneur beaucoup plus que toi. Je me remets tout le temps... Et au pire, en fait, je saurais rebondir. Non, ça me stresse pas. Okay. En tout cas, pas, on va dire, à 5 ans. Je verrai à 5 ans. Dans 10 ans, je sais pas. Mais tu auras structuré l'entreprise multinationale. Mais ça se trouve, je serais plus tout ça, c'est pas. Et si, oui, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas de doute sur l'évolution de l'entreprise. Bon, au niveau chiffre, on va dire. Oui, quand tu vois la croissance que tu as, c'est assez bluffant quand même sur ces dernières années de voir la croissance. Donc, et puis, moi, je trouve que tu es sur un marché, on va dire, de niche quand même. Ouais, mais avec beaucoup de concurrence. Beaucoup de concurrentes, je suis d'accord, mais tes concurrentes n'ont pas ton talent né dans la... Comment dire, dans le goût des choses, on va dire. Ouais. C'est après, pour ça aussi qu'elle est avec moi, elle m'a choisi, elle a du goût, c'est une femme de goût, tout ça. Après, il y en a beaucoup qui nous disent t'as de la chance ou des choses comme ça. Non, ça m'énerve. Oui, on est d'accord, mais quand même, c'est dit. Et en fait, moi, je trouve que j'ai pas forcément de la chance parce que je dis pas que j'ai rien fait de particulier pour en arriver là. Mais en soi, j'ai rien inventé. Et on va dire que matériellement, etc., tout est à disposition de tout le monde. J'ai pas eu de besoin particulier, j'ai pas eu... en fait, tout est à la portée de tout le monde. C'est vrai, ce qui change, en fait, c'est le mental, clairement. Le mental, l'ambition et la volonté. Un peu cravaché quand même au début. Ouais. Oui, mais du coup, en fait, matériellement, c'est à la portée de tout le monde. Oui. C'est le mental qui change tout. Et alors, si, c'est une question que je t'ai pas posée, mais les auditrices le savent pas. Le savent, je pense pas. À la base, tu n'avais pas de formation de couture. Pas du tout, non. Je suis autodidacte.
Voilà, t'as appris, Ouais. t'as appris sur le tas au fur et à mesure, quoi. Oui, oui. Mais même au final, l'entrepreneuriat, je l'ai pas. Enfin voilà, j'ai. Tu sors pas d'une Même école de mon commerce. mental, en Oui, fait, oui. j'ai pas lu de livres plus que ça. J'écoute pas de podcast plus que ça. Enfin, j'en écoute quelques-uns quand même, mais Des podcasts de grossesse et pas de mindset. j'adore les récits d'accouchement. C'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Et du coup, ouais, bah, mon mental a évolué Oui, au fur et à mesure, quoi. au fur et à mesure de Mm. l'entreprise. Ok. Mais bon, la chance, c'est pas vrai. C'est pas de la chance. C'est pas de la chance. Non, Quand on est à 23 heures devant son ordinateur en train de passer une commande fournisseur ou de toujours répondre aux messages assez ah oui, rapidement oui, mais ça. à n'importe quelle heure, ben, ouais, On faut être va, OK pour. on va faire justement une transition qui est plutôt pas trop mal sur le rôle aussi qu'a joué l'investissement immobilier. Si on a pu entreprendre, on va dire, assez sereinement, c'est aussi parce qu'on avait un petit peu anticipé les choses et que moi j'avais toujours eu cette vision que l'investissement immobilier c'était important et que ça allait nous. Enfin voilà, il fallait bâtir un patrimoine immobilier solide pour nous permettre justement d'entreprendre par la suite. Enfin, en tout cas, moi c'était ma vision. Euh, ouais, et même si je suis honnête, je pense que la première vision d'investissement immobilier, moi que j'avais quand on a redémarré en 2020, c'était avoir du cash flow, des revenus complémentaires Mm, parce que moi j'étais malheureux dans mon ancien métier d'opticien mm. et c'est Et parti comme de on ne là. pouvait pas gaper, on s'était dit bah, l'immobilier va nous Oui, permettre d'avoir des revenus complémentaires, justement, oui. oui. On Et n'avait pas trop de perspectives d'évolution à travers notre travail pour ouais. mieux gagner notre vie, quoi. Donc à la base, c'est parti de là. Donc en 2020, moi 2021, je suis devenu professionnel de l'IMO avec entre 2021 et maintenant un peu plus de 13 millions d'euros investis sur le terrain pour mes clients, moi-même, etc. Et encore, je dois être un peu plus maintenant. Je fais du marchand de biens aussi pas mal. Bref, et nous, on a accéléré assez fort en fait. En l'espace entre 2020 et 2023, Mm. on a acheté du coup deux immeubles de rapport, enfin moi j'ai acheté deux immeubles de rapport ensemble, un appartement à Rennes en patrimonial et notre maison. Mm. Et moi j'ai acheté une coloc en parallèle. Oui. Donc on est monté à un peu plus d'1 million, 1,2 million d'encours bancaires en l'espace de 3 ans. Et tout ça, les amis, en gagnant à l'époque, si on avait 4 000 euros à deux, je pense que c'est un Ah maximum. oui, oui, c'est sûr. On avait 4 000 euros à deux, on n'avait pas. On avait les deux enfants. Enfin, on a Pas eu. encore. Non, Non. Paul au démarrage et Oui. Anna ensuite. Donc, comme quoi, c'est à la portée de tout le monde d'investir quand on. Alors, bien sûr, il faut investir intelligemment, investir de façon stratégique et avoir un vrai plan d'action. Moi, Oui, je me souviens que dans les débuts, tu me disais peut-être qu'on n'aura jamais, enfin, ouais, jamais notre résidence Oui. principale. Tu Ouais. me prévenais Ouais. parce que moi, c'était un peu un goal. Et toi, tu m'avais dit non, mais on va pas commencer par ça, sinon on va Bah, être grillé, quoi. parce que, en effet, la plupart Je te fais confiance. Et tu m'as fait confiance et merci Dudu, on fait un bisou. Ça nous réussit pas trop mal. Parce que la plupart des personnes achètent une résidence principale. Alors non pas que c'est mal, mais c'est souvent mal acheté en fait. Mm. Les gens se foutent au taquet de leur endettement et derrière n'ont plus de capacité financière pour emprunter et pour aller sur d'autres projets. Nous on a fait l'inverse, on a démarré par un premier immeuble de 6 appartements en nom propre qui dégage, il faudrait que je reprenne les chiffres, mais on va dire 1200, 1300 euros, 1200 euros de cash flow par mois. Ensuite on a acheté, donc ça c'était 2020. Ensuite en 2022 on a enchaîné dans la foulée un deuxième immeuble qui dégage lui 1500 euros de cash flow. Et après, on a un appartement en côté patrimonial où on est en match nul, flat, à l'équilibre. Et on a notre maison. Et moi, j'ai revendu la coloc entre temps. Donc en fait, moi, je vois aussi l'immobilier, c'est la façon dont je l'enseigne, comme un peu une partie d'échec. C'est ce que je dis. Il faut à la fois des actions offensives. C'est comme ça que je vois notre immobilier, en tout cas, hein, en tant que bon père de famille. Il faut pas non plus faire n'importe quoi, hein. On a un peu l'avenir de nos enfants entre les mains. Donc à la fois un aspect offensif où on va avoir des immeubles des immeubles de rapport qui vont générer du cash flow sur lesquels on va pouvoir faire des stratégies un petit peu hybrides. On peut faire de la coloc, on peut faire de la location courte durée, moi que j'aime bien également. Et puis des trucs clairement purement stratégiques, défensifs, qui prennent pas beaucoup de temps, à savoir l'appartement de Rennes et notre maison, qui sont des valeurs sûres, pérennes dans le temps. Voilà, contrairement aux immeubles où il y a peut-être un peu plus de volatilité sur les produits en tant que tels.
Donc voilà, et cette année, du coup, là, on remet le couvert. D'ailleurs, au moment où on tourne ce podcast, demain, on prend le train à 6h30 pour aller signer un crédit immobilier au milieu de la France parce qu'on achète un nouvel immeuble de rapport. Donc ça, c'est trop cool. Et on a encore un autre dos là qui va peut-être aboutir là, pas très loin de la maison, avec des copains. Donc voilà, donc l'immobilier a un rôle primordial. L'immobilier nous a permis de monter un patrimoine important. Alors ça dépend aux yeux de qui, hein. Pour moi il restera toujours trop faible, mais c'est déjà pas trop mal, on va dire. Et c'est surtout que ça nous a assuré une certaine... Enfin moi en tout cas, hein, je dors mieux la nuit. Je me dis que demain je meurs, s'il m'arrive un pet sur la route ou j'en sais rien, en fait, je vends tout, je prends le cash. ma femme et mes enfants voilà, l'assurance emprunteur fait que ma femme et mes enfants, les crédits sont remboursés et que en fait demain vous êtes assis sur une petite, un petit trésor entre guillemets. Alors j'ai pas envie de crever, on va pas se mentir, mais bon, c'est une sécurité pour ma famille aussi. On a des revenus complémentaires aujourd'hui qui nous permettent d'avoir pu entreprendre plus facilement, hein, en se disant voilà, sur les 2 années d'entrepreneuriat ou de lancement en ce qui me concerne et en ce qui te concerne, on a clairement pioché. On a complété nos revenus, oui, ou en tout cas nos besoins quotidiens. Grâce à l'IMO. Ouais. Oui, on a pu, oui, au quotidien, ça nous a permis de survivre, entre guillemets, non, de vivre un peu plus correctement qu'avec... Oui, de continuer de partir en vacances. Exactement, de pas se priver, en fait. Ouais. Donc, et aujourd'hui, voilà, c'est... On s'enflamme pas non plus. Hein. Non, on vit simplement. Oui. On vit simplement, on n'est pas à partir tous les 4 matins à l'étranger. Là, le voyage qui s'annonce, moi, ça fait 15... J'aurais dû partir là-bas en 2014 quand je t'ai rencontré. Donc ça fait 11 ans que j'en rêve de ce voyage-là, et 11 ans après, il arrive. Donc on prend notre temps aussi, enfin voilà, surtout moi, j'arrive à différer le plaisir et la récompense, qui peut être un côté un peu des fois frustrant pour toi. Mais voilà, donc l'immobilier, ça a un vrai rôle stratégique dans notre trajectoire, et je dirais que c'est notre premier pilier d'enrichissement quand même, parce que là... Et aussi quand même le fait de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, parce qu'on a l'immobilier certes, mais on fait quand même aussi un peu de bourse, crypto, etc. Enfin, oui. Oui. Il y a quand même une éducation financière qui fait que... Oui. Moi, je suis drivé par ça. De toute façon, je suis animé. Oui. J'ai ce podcast depuis 5 ans. Il y a je ne sais pas combien d'épisodes, 150, 160. Je suis animé par le monde de l'investissement d'une manière générale, plus spécifiquement l'immobilier. Oui. Mais pour moi, tout Français doit absolument prendre en main ses finances à la base et savoir faire fructifier son argent à travers des actifs financiers. L'immobilier, l'avantage majeur, c'est que on a l'effet de levier de la banque. Donc ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, je profite de cette petite parenthèse pour annoncer là aux auditeurs, je n'en avais pas parlé jusqu'à présent, que du 29 mars au 31 mars, j'organise 3 soirs sur Internet, en live, c'est ce que j'appelle une immersion, 3 soirs pendant lesquels je vais vous partager vraiment toute ma méthode de professionnel de l'IMO, afin de comprendre vraiment les tenants et les aboutissants, afin de voir les erreurs qu'il ne faut pas faire quand on démarre, afin de mettre au point une vraie stratégie, un vrai plan d'action, et plein d'autres choses encore relatives à mon métier et à mon expertise. Donc c'est gratuit, je démarrais à 20h30 quand les enfants seront couchés, je pense, 20h30, 22h on va dire. Donc c'est entièrement gratuit, inscrivez-vous s'il vous plaît, c'est dans la barre de description, juste en dessous de l'épisode. Et vraiment, je compte sur vous pour être présent, parce que c'est lors de ces événements-là qu'on peut avoir des vrais déclics, qu'on peut se rendre compte que merde, en fait, on a des possibilités qu'on sous-estime ou qu'on ne connaît même pas. On a l'immobilier dans un coin de notre tête, mais on se dit, je sais pas trop quelle stratégie, quoi faire, quand faire, comment faire, j'ai peur de me tromper ou des choses comme ça. Donc oui, pour commencer, on va dire, à investir et performer pour ceux qui investissent déjà. C'est ça surtout que tu enseignes en fait, et c'est donner les clés pour soit un premier investissement, donner confiance et donner toutes les clés pour bien investir et suivre la stratégie que les personnes veulent, mais aussi du coup ils peuvent continuer eux-mêmes à... J'ai des profils en effet là sur la session d'élèves que j'accompagne là, ou que j'ai déjà accompagné, j'ai des profils d'élèves qui ont plus d'1 million d'euros de patrimoine.
des gens qui ont déjà bien avancé, mais qui là, ils se heurtent à un espèce de plafond de verre, ils ne voient plus comment tourner les choses. Et moi, avec tout le recul, l'expérience que j'ai, à titre perso, mais surtout à titre professionnel, bah, j'arrive à les débunker et j'arrive à les faire enchaîner les invests. Donc c'est trop cool. Donc voilà, c'est gratuit. Quel que soit votre niveau, vous allez forcément apprendre des trucs. J'en suis persuadé. Et en tout cas, moi, je me ferai un plaisir de vous voir lors de cette... bah, ça arrive bientôt. Hein. C'est dimanche, lundi, mardi. Donc voilà, le lien est dans la barre de description. Parenthèse refermée. Et donc, on disait qu'on raisonnait un petit peu comme des... Bah, voilà, on mettait pas tous nos œufs dans le même panier. On avait une vision assez transverse du monde de l'investissement. Et que oui, l'immobilier, voilà, moi c'est mon dada, hein, nous aide clairement au quotidien. Et j'aimerais qu'on explique un petit peu la répartition du rôle ou des rôles relatifs à la fois à l'immobilier et qui un peu faire le parallèle vie de famille. Donc là, vous êtes clairement dans la matrice des Rubins. Hein. Les projets immobiliers. Bah, c'est toi qui les trouves. Oui, forcément, c'est mon job. Ça, c'est sûr. Je gère tout l'opérationnel. Oui. De A à Z. Ouais. De A à Z. Parce que à la maison, je fais pas grand chose. Ouais. Et je le dis, hein, on est OK. On est OK. Mais en fait, c'est notre équilibre. Oui, c'est ça, on s'est toujours dit. Mais après, les sujets de dispute, on va dire, quand il y en a, ça reste quand même ceux-là. Parce qu'en fait, il y en a toujours un qui a l'impression de faire plus que l'autre, etc. Mais en fait, quand on remet les bases, on se dit, bah non, mais t'as l'impression que là, t'es en train de tout faire, tout gérer, tout seul, etc. Mais en fait, à côté de ça, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, sûr. Etc. Mais bon, on va pas dire qu'on se dispute jamais. Mais dans la répartition des tâches, oui, c'est sûr que toi, tu gères l'immobilier. Moi, je gère la vie quotidien de la vie de famille. Voilà ça, la maison. Et tout ça pour vous dire, j'ai aussi des élèves, parce que donc j'accompagne des gens et vous vous en rendrez compte lors de cette immersion. Réservez votre place, il n'y en aura pas pour tout le monde. Que j'adore accompagner des couples. Pourquoi ? Parce que il y a une vraie dynamique, il y a un vrai équilibre, et nous on l'a vécu, hein, on l'a traversé, où tu me fais 100% confiance. D'ailleurs, l'immeuble qu'on va acheter, tu l'as toujours pas vu. Et en fait, il faut trouver le juste milieu entre le désir et de la personne qui va être moteur dans le projet immobilier. Alors des fois, allez, je vais dire à 70% dans un couple, ça va être l'homme, mais j'ai des scénarios où c'est la femme qui va driver, donc c'est cool aussi. Donc il faut trouver l'équilibre entre les volontés de l'un, le besoin de l'autre, et harmoniser un petit peu tout ça pour faire en sorte que on construit un petit peu un plan d'action et une vision, un enchaînement d'investissement qui va convenir à tout le monde. Je prends un exemple concret, là j'ai un couple de Rennais, lui il est comment dire, hyper ambitieux, voilà, ils sont jeunes, il me dit Jérôme, à 30 ans je serai millionnaire grâce à l'IMO. Ok, on va y aller mon grand. Et elle à côté, elle a d'autres envies, et puis elle rêve peut-être d'une résidence secondaire à la mer, enfin bon bref. Mais en fait, moi mon job c'est d'harmoniser tout ça pour que chacun y trouve son compte et qu'on arrive à une vision qui va se rejoindre, quoi. Oui, c'est ça. Et puis après, quand il y a des coups de bourre, etc., où tu me dis non mais là, Doudou, j'ai trop de trucs à gérer, oui, je te demande de l'aide. Appelle cet artisan-là pour telle chose, etc., je le fais. Quand je peux, je t'aide quand même sur je gère moins bien les périodes de stress que toi. Bah carrément, non mais c'est sûr. Je gère pas, je regarde la caméra droit dans les yeux, je suis une merde. non, j'avoue que quand j'ai un trop plein mental, ça a tendance à déborder. Oui, je prends le relais. Et tu prends le relais, merci. Donc voilà. Mais il faut quand même avoir conscience qu'il y a une prise de risque quand on investit dans l'immobilier. En fait, le plus gros frein, je trouve, chez les gens quand on en parle, c'est bah oui, mais aujourd'hui, les locataires se croient tout permis et du coup, impayés. Ouais, mais en fait, quand tu testes pas, quand tu prends pas le risque, bah forcément, tu vas... Il y a une prise de risque, oui et non. Oui, forcément, tu investis de l'argent, tu as une dette, alors c'est de la bonne dette, hein, mais tu as une dette à la banque, donc si ton projet immobilier tourne pas ou ça se passe pas bien, voilà, tu peux être dans le caca. Pour la petite info, nous, notre premier projet immobilier, le premier immeuble, on a vécu l'enfer pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ça a été l'enfer parce que moi, je suis passé à côté de certains éléments qui m'avaient
pas forcément été dit ou alors que j'ai pas entendu. Bon, peu importe. Après, c'était le premier aussi. C'était le premier. J'étais pas encore professionnel de l'IMO à l'époque. Hein. J'étais clairement un amateur. Et pendant 6 mois, on a rattrapé les pots cassés. Moi, tous les week-ends, j'allais faire les travaux. On a fait des week-ends copains. Ils venaient nous aider. On a fait. Paul, il était tout petit en porte-bébé. Paul, il était en porte-bébé et en poussette. Ouais. Moi, j'ai passé plein de nuits blanches à pas dormir en me disant putain, c'est quoi la connerie que t'as fait. Et puis après, tu vas embarquer tout le monde. Je me disais, Jérôme, on en rigolera dans 10 ans, on en rigolera dans 10 ans. Donc, ça n'a pas été facile. Et l'immobilier, ce n'est pas facile. Alors, c'est marrant, c'est un truc que j'ai tourné tout à l'heure d'ailleurs. L'immobilier, c'est à la fois simple, mais c'est pas facile. Parce que c'est simple, parce que quand on réfléchit, c'est juste un enchaînement d'étapes qui... chercher un bien, trouver un financement, gérer les travaux, trouver des locataires, encaisser les loyers. Donc 5 étapes. Donc sur le papier, tu te dis, ok, il n'y a rien de compliqué. Mais néanmoins, chaque étape, elle est, elle est semée d'embûches. Et vous devez absolument déjà voir c'est quoi les embûches, les anticiper, et pour que ça se passe au mieux possible. Moi, c'est mon job. Donc c'est facile maintenant. Mais c'est pas risqué, mais on peut dérisquer le risque, en fait. C'est un peu ça, quoi. Mais par contre, aujourd'hui, je reste persuadé que si les personnes qui nous écoutent sont juste, c'est pas bien, c'est parce que c'est connoté péjoratif et c'est pas ce que je veux dire, sont salariés avec des salaires corrects comme nous on pouvait l'avoir à l'époque aux alentours des 2000 €, mais en fait c'est déjà très bien, mais c'est pas suffisant pour vivre. Le coût de la vie aujourd'hui, c'est plus assez, encore moins quand on a des enfants. Et pour aller s'émanciper un petit peu, avoir un peu plus de pouvoir d'achat, avoir potentiellement reprendre du temps de vie sur son job, réduire son temps de travail, etc. Il faut passer par l'investissement immobilier, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, pour moi c'est clairement un tremplin vers autre chose derrière, quel que soit le autre chose derrière, ça a le pouvoir vraiment de changer votre vie, donc allez-y, je ne vais pas dire les yeux fermés, apprenez, formez-vous, faites-vous accompagner, mais par contre il faut clairement y aller les amis, parce que arrêtez de vous poser 36 000 questions. Moi je suis assez cash en plus dans ce que je dis depuis toutes ces années, mais moi je fous des coups de pied au cul quand il y a un moment où on nous dit des fois, mais Jérôme, vous êtes des grands malades de vouloir vous emmerder avec vos locataires, avec vos travaux, vos machins, vos problèmes, parce que oui, notre job en tant qu'investisseur, c'est parfois, ça arrive, c'est pas tout le temps, et c'est souvent d'ailleurs en même temps, tout est condensé, c'est le hasard, c'est la loi de Murphy. Il me dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ça? Je dis, mais t'inquiète, moi je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Et dans quelques années, ça fait déjà 6 ans qu'on investit, on commence vraiment à récolter les fruits de nos efforts, et je sais très bien que ça va être exponentiel, encore plus moi maintenant avec mon activité de marchand de biens. Mais il faut y aller, il faut foncer, il faut savoir ce qu'on fait bien sûr, donc se faire accompagner ou apprendre, mais en tout cas, si on n'avait pas eu l'immobilier aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas pu entreprendre pareil. Bah oui. Et on aurait, entre guillemets, que notre maison, ce qui est déjà très bien, mais ce qui, moi, dans mes ambitions, n'est clairement pas suffisant. Et là, voilà, on va arriver à 16 lots, peut-être 20, si on a un permis de construire qui passe. Mais moi, j'ai pas de limite, en fait. Oui, tant qu'on peut. Tant qu'on peut y aller, on ira, et puis on se structure pareil au fur et à mesure. Donc voilà, donc oui, l'immobilier, je pense, a changé un peu notre trajectoire de vie de famille quand même. Je pense qu'on peut dire ça. Tu commences à fatiguer, toi. C'est beau, non. Je vois les yeux qui commencent à... Mais on est bientôt sur la fin du podcast. Je réfléchissais un petit peu à la transition, mais tu vois, nous, on fait cet immobilier pour... gaper dans notre vie. Par contre, ça c'est un sujet, on n'en a pas parlé, on est trop jeune pour l'instant, et puis ça viendra au fur et à mesure, mais je suis pas sûr de vouloir léguer l'immobilier aux enfants, tu vois. Je pense qu'on revendra tout, et on leur cédera des actifs financiers davantage, ça c'est un autre sujet. Mais je veux pas qu'ils on se l'est déjà plus ou moins dit, on sait plus ou moins quel immeuble on vendra en premier, et pour quelle raison. Oui, une stratégie de sortie, mais tu vois, à horizon, là, moi j'ai 37, toi 32, à horizon 30 ans, déjà on n'aura plus les mêmes biens immobiliers, ça c'est une évidence, mais je ne sais même pas si j'ai envie de leur en léguer en tant que tel. Des fois, mais par contre, on aura construit une richesse, peu importe le montant,
grâce à ce premier vecteur-là quand même. Mm. Donc voilà. Et ce qu'il y a de bien, dans l'éducation de nos enfants, en tout cas, moi je prends plaisir, même s'ils sont tout petits. Alors Paul comprend mieux forcément à 5 ans et demi que Anna, mais il comprend cette logique d'argent. Il nous parle en ce moment que il faut aller pour avoir de l'argent, il faut pas gaspiller, que l'argent c'est suite à un travail qui est fourni, que l'argent on va la demander à la banque. Donc c'est rigolo, alors on n'en parle pas forcément volontairement, en tout cas autour d'eux, quand ils sont présents, mais j'ai l'impression que ça infuse quand même sans le vouloir forcément. Oui, après c'est l'âge où il résonne un peu. Mais il résonne, ouais. Il résonne beaucoup, et moi c'est important en tout cas de transmettre. Moi cette éducation financière, je ne l'ai pas eue, je me la suis faite moi-même quand j'ai eu 30 ans, voilà, 29-30, ces déclics que j'ai eu, etc. Je l'ai faite à ce moment-là, même si j'ai eu la présence d'esprit à 20 ans à 22 ans d'acheter mon premier appart, mais bon, c'était sans stratégie particulière à l'époque. On arrive un petit peu sur la fin du podcast. Quel message tu as envie de faire passer, toi alors je m'adresse surtout à tes auditeurs, à ta communauté qui écoutent le podcast, qui t'ont découvert peut-être un peu plus intimement à travers cet épisode. Qu'est-ce que tu dirais déjà à un couple ou à une personne qui veut entreprendre? Allez, je vais te poser 3 questions là-dessus. À une personne qui veut entreprendre, si elle le veut vraiment, qu'elle le fasse pour ne pas regretter. No regret. Ouais. One life. Oui, non mais c'est clair. Aujourd'hui, il faut tester. Il faut tester. Oui, je suis d'accord. Pas de regret. Moi, oui. Mais par contre, si tu veux vraiment pas avoir de regrets jusqu'au bout, mets les bouchées doubles, quoi. Vas-y à fond et donne-toi les moyens. N'attends pas que ça se fasse. Que les planètes soient alignées, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. J'ai vraiment appris un truc, je trouve, dans l'entrepreneuriat, c'est que il faut pas attendre que tout soit parfait pour vraiment se lancer. Ça, c'est vrai. Hein. On me le disait, mais j'y arrivais pas à le mettre à le conscientiser. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, je me rendais compte que je me faisais des nœuds au cerveau et que en fait, j'avançais pas. Et donc, du coup, à partir du moment où j'ai fini par prendre un peu d'avance et d'avancer sans que tout soit aligné, c'est là où... sans que tout soit parfait. Ouais, c'est ça. C'est là où ça déroule après mieux. Et en tout cas, du coup, tu mets les actions en place après pour que tout marche, etc. Il y a un dicton qui dit « mieux vaut fait que parfait ». C'est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai dans l'immobilier. Alors, t'auras toujours des excuses au final pour te dire oui, mais là, c'est pas le moment parce que ça ou... Oui, et moi, je le vois beaucoup. Je fais beaucoup de conférences en présentiel, je rencontre beaucoup de personnes. Il y a quand même pas mal de personnes qui, au moment de leur proposer un accompagnement, parce qu'ils en ont besoin, me disent bah ouais, mais en fait là je suis charrette en taf, on reparle dans 3 mois. Et 3 mois après, je les recontacte et il y a encore une autre excuse. Et ça, c'est ouf, et ça me rend dingue parce qu'ils m'expriment toutes leurs problématiques. Je connais tout, je vois cette envie d'y aller. Et en fait, il y a un petit truc, tu vois, alors je suis sans doute un très mauvais commercial, mais en tout cas, oui, il y a toujours des excuses pour rien faire. Et ça, c'est dommage. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui ont peur de l'instabilité financière, qui ont peur du lendemain, de ne pas avoir assez d'argent pour le lendemain d'anticiper justement, de commencer à mettre des choses en place dès maintenant pour mieux accueillir justement le lendemain, l'avenir, etc. Mais ça peut passer par, et ça tu me l'as toujours dit, mais ne serait-ce que mettre 50 €, si tes revenus ne te permettent pas de faire des économies tous les mois, en fait, déjà il faut avoir un budget hyper cadré. Oui. Et tu peux avoir un budget. Ouais, faut avoir un budget. Il y a un budget à suivre quand même. Et tu peux forcément mettre ne serait-ce que 50 € par mois de côté, etc. La grande règle, c'est au minimum 10 à 20% de ton salaire. Franchement, et moi je démarre par mes élèves par là. Je leur demande un budget. En fait, voilà, si d'un côté, si je les sélectionne, s'ils bossent avec moi,
c'est que je sais qu'ils sont en capacité d'investir et qu'ils le font en bonne intelligence. Mais sur chaque élève que j'accompagne, je peux gratter, allez, entre 100 et 300 euros d'économie par mois en revoyant certaines choses. Et franchement, c'est un truc de ouf. Donc, première chose, savoir gérer son budget. Gérer son budget et commencer à placer de l'argent, enfin, peu importe le support. Oui, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à un couple qui, là, entend ce podcast et se dit, putain, bébé, bébé. Chérie, darling, ça serait peut-être pas mal qu'on investisse en IMO. Bah, je lui dis go. Inscris-toi du 29 au 31 mars. Je m'attendais pas à cette à réponse. l'immersion de GG. Je m'attendais pas à cette réponse, mais c'est un premier bon pas déjà. Ok. Qu'est-ce que représente l'investissement immobilier pour toi ? Ça, c'est une question. Qu'est-ce que représente la... Ou alors à quoi ça t'a vraiment servi et on conclura, je pense, là-dessus. À une flexibilité financière. Une sérénité ? Ok. Et... C'est ok. C'est toi qui dis, hein, je m'en fous. Ouais, c'est ton point de vue. Je pense que... Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion à ce podcast ? Oh là là, mais je suis nulle pour les belles paroles, moi. Un mot de fin. Tu veux me dire merci ? Merci, Doudou. Ouais, c'était cool. Bah oui, ça faisait longtemps. Oui. Moi, je tenais à te dire que je suis très fier de toi. Merci. De ce que tu fais au quotidien pour la famille et de ce que tu fais en entrepreneuriat. Donc voilà, vivement la suite. J'ai hâte de découvrir la suite de Topette. La suite, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, tu es bien parti. Donc continue à te faire confiance et continue à suivre ton intuition. Et puis voilà, continue à m'aimer, ça serait cool quand même. Bon allez les amis, sur ces belles paroles de couple, on vous laisse. Merci encore pour votre fidélité. Merci aux nouveaux éditeurs qui potentiellement avaient découvert ce podcast. Vous pouvez bien sûr liker l'épisode, vous abonner, c'est important s'il vous plaît. Parce que oui, faire des podcasts, c'est cool, c'est rigolo, mais ça prend du temps. Donc c'est chouette quand j'ai des retours, que ce soit des petits messages ou bien... J'espère qu'ils vont être nombreux à l'écouter, hein, parce que je me souviens, il y a encore quelques mois, de croiser quelqu'un au Leroy Merlin du coin en me disant « Mais t'avais pas dit que tu faisais un podcast avec ta femme ?» C'était Raphaël. Ouais, j'espère qu'il va nous écouter, Raphaël. Raphaël, il va nous écouter, je le sais. Donc voilà, merci vraiment pour l'écoute. Vous vous abonnez s'il vous plaît, vous likez et surtout pour celles et ceux qui voulaient investir en IMO ou du moins voilà, si vous avez cet intérêt, si vous voyez cette logique financière qu'on a faite grâce à l'IMO et l'intérêt qu'il y a eu pour notre vie de couple, voilà, vous abonnez, n'importe quoi. Vous contactez GG, quoi. Ouais, vous inscrivez à l'événement, ça va être la folie. On est plusieurs centaines. Donc voilà, ça va être trop bien. J'ai hâte de vous retrouver en tout cas. Et on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode. C'était Jérôme et Doudou. Ciao, ciao. Ciao, ciao.